Que feriez-vous si vous vous réveilliez piégé dans votre jeu préféré? Notre histoire commence dans les flammes et les ombres, où une figure mystérieuse tient une épée lumineuse contre un décor apocalyptique. Voici Sylvania Esfeld Swordmaster. Le récit de Télé, un étudiant en difficulté qui doit surmonter d'innombrables périls pour devenir le sauveur du monde. Mais parfois, le jeu suit des règles différentes. Rencontrez notre protagoniste, un jeune homme aux cheveux hétérochromatiques frappants, noir et blanc comme le jour et la nuit. Il a joué à ce jeu fantastique d'innombrables fois, maîtrisant chaque quête, chaque bataille. Ses mains brillent d'une énergie familière alors que la réalité se brise autour de lui. Le bruit du verre brisé résonne alors qu'il passe de la fantaisie numérique à une réalité froide et dure. Mais devenir le protagoniste? Cela n'a jamais fait partie du plan. Une fille aux cheveux bruns flottants éclate dans une énergie verte brillante, son pouvoir crépitant dans l'air. Un garçon surpris en veste rouge se recroqueville au sol, la peur inscrite sur son visage. « Je ne suis pas devenue la protagoniste », déclare-t-elle avec une certitude dévastatrice. L'explosion qui suit, kaboum, brise toutes illusions sur les fins de contes de fées. Parfois, le jeu choisit différemment. La réalisation écrasante frappe comme un coup physique. Je suis devenu un vilain de 3e zone. Pas le héros. Pas même un personnage secondaire important. Juste un autre obstacle destiné à être éliminé tôt par le véritable protagoniste. Un homme aux cheveux argentés tient son arme tandis que des flammes dansent autour d'un garçon déterminé en rouge. La main tirant une corde d'arc parle des derniers moments. Mais il est trop tôt pour abandonner. L'académie sera un champ de bataille d'innombrables incidents. Un guerrier féroce aux cheveux hérissés et aux mèches oranges lève son épée ensanglantée pour une autre frappe. Des chaînes lient une figure désespérée entourée d'énergie sombre, tandis que des yeux ombreux observent des profondeurs. Une sorcière mystérieuse aux cheveux argentés commande une énergie violette, son pouvoir rayonnant dans l'air. Voici les joueurs dans le jeu mortel à venir. L'énergie violette éclate dans une explosion dévastatrice alors que les destins commencent à se briser. Des explosions déchirent le champ de bataille, envoyant des éclats volants dans toutes les directions. Moi, en tant que vilain de 3e zone, déclare une voix remplie de détermination sombre. L'acier s'entrechoque contre l'acier alors que deux figures dansent leur ballet mortel, l'un en rouge esquivant les frappes avec une agilité désespérée. La bataille pour la survie a commencé. Ses yeux violets frappants brûlent de détermination alors que la dure vérité s'installe. En tant que personne insignifiante dans ce monde, il doit faire tout ce qui est possible pour survivre. La scène passe d'une détermination sombre à une élégance inattendue. Un lustre étincelant illumine une pièce opulente où une figure en costume sombre est assise en tailleur sur le sol. Son HMM contemplatif suggère des rouages en mouvement, des plans en formation. Ed Rodstellor est assis contre le décor d'une grande académie, la sueur perlant sur son front alors que le soleil se couche derrière lui. « J'ai l'impression que le destin se moque de moi », réfléchit-il amèrement. L'avis officiel confirme ses pires craintes, il le renie. Un préposé lui remet ses maigres affaires, tandis que des étudiants pointent et chuchotent. Regardez comme les puissants sont tombés. Du pouvoir aux parias en un seul instant. Les chuchotements le suivent partout. Deux étudiants en uniforme rouge discutent de sa chute avec une froide indifférence, reniés, expulsés, falsifiant les examens d'entrée. Mais la voix intérieure d'Ed raconte une histoire différente. Derrière ses lunettes de soleil sombre, le désespoir lutte avec la confusion. Il ne mérite pas ce traitement. Après tout, il a été transporté dans le jeu appelé Sylvania Esfeld Swordmaster. Le trophée « Meilleur jeu de l'année » brille de manière moqueuse alors que trois figures puissantes canalisent une énergie magique dans un royaume mystique. Lorsque les protagonistes sont transportés dans des histoires, ils deviennent généralement l'héritier riche, le prodige génial, ou un chasseur SSS surpuissant. Ils obtiennent tous les avantages, toute la chance. Mais Ed, il a eu le pire de chaque situation. Ed se tient dans une fureur dramatique, les poings serrés, proclamant à quel point tout cela est injuste. D'autres étudiants se moquent de lui sans pitié, qualifiant son comportement sans vergogne de « frugal et modeste ». Il se rétrécit sous leur regard méprisant, cette expression familière de dédain traversant son visage. L'affichage de statut confirme la vérité brutale. Ed Rodstellor, le personnage que tout le monde aime détester. Mais ses défauts vont plus profondément que quiconque ne le réalise. Les statistiques du personnage révèlent la vérité dévastatrice. Une intelligence pathétiquement basse pour un étudiant en magie, une force si faible qu'elle est embarrassante même pour la noblesse. Dans le jeu original, Ed apparaît seulement comme un vilain lâche de 3e zone au tout début. Un obstacle oubliable. Un personnage jetable avec une fin jetable. Le garçon blond est assis seul dans sa chambre faiblement éclairée,
luttant contre le désespoir existentiel. Pourquoi lui? Pourquoi ce personnage parmi toutes les possibilités dans le jeu? Il serre sa valise en cuir avec des points blancs, le poids de sa situation écrasant sur lui. Mais s'attarder sur le pourquoi ne changera rien. En sortant au soleil dans son costume rouge, il projette un air de détermination sombre. La détermination brûle intensément dans ses yeux. Il est résolu à survivre, peu importe ce qu'il en coûte. L'Académie Sylvenia s'étend sur toute l'île d'Aken comme une miniature de ville au bord de l'eau. Mais la destination d'Ed se trouve ailleurs, une zone forestière non développée au nord-est de l'Académie. Là, épuisé et usé, il s'assoit avec ses 2 lourdes valises, la longue marche enfin terminée. À l'intérieur des prestigieuses salles de l'Académie, Ed est assis vaincu sur le sol froid, essayant d'échapper au regard jugeant qui brûle dans son dos. Le timing est crucial. S'il vient d'être renié, cela marque le tout début de l'intrigue du jeu. Un rayon d'espoir perce son désespoir. Bien qu'expulsé du dortoir, il n'a pas encore été expulsé de l'Académie. Des pièces scintillantes dansent dans son imagination. La promesse d'un avenir confortable s'il peut juste obtenir une bourse. Mais les frais de scolarité se profilent comme une montagne impossible. Ce semestre est déjà payé, mais le prochain? Ed est assis dans le parc avec ses possessions mondaines, ce regard familier de détresse gravé sur ses traits. Quelqu'un avec ses statistiques pathétiques peut-il même espérer une bourse? La survie nécessite les bases, nourriture, vêtements, abri. Ed évalue ses affaires, des vêtements flashy et un poignard ornemental éparpillé dans sa valise ouverte. Des vêtements pour au moins une semaine. Mais la nourriture et l'abri? Les ruisseaux forestiers à proximité offrent un peu d'espoir, mais il vivra dans la précarité pour l'avenir prévisible. Il est temps de s'adapter ou de mourir. 10 jours avant le début du semestre. 10 jours pour construire un abri et établir une semblance de survie. Ed s'étire et se prépare à travailler, lançant Wind Slash pour couper à travers les arbres. La magie sifflante tranche à travers les branches, mais l'épuisement le frappe comme un coup physique. Comment est-il déjà épuisé après avoir coupé juste quelques branches? Ce corps est plus faible qu'il ne le pensait. Son estomac grogne de faim vorace. Ils n'ont même pas pu le laisser manger avant l'expulsion. L'utilisation de la magie brûle des calories qu'il n'a pas à épargner. Puis il se souvient de la sagesse de survie de son grand-père tirée des histoires d'enfance. L'écorce d'arbre en temps désespéré. Ed tente d'enflammer du bois, criant désespérément, jusqu'à ce que les flammes éclatent enfin. La vapeur s'élève. Cela ressemble presque à du poulet? Ed attaque son repas improvisé avec un enthousiasme désespéré, mâchant avec satisfaction, jusqu'à ce que son corps rejette violemment l'écorce. Les effets sonores racontent l'histoire URK, suivie de blerch, alors que son estomac se rebelle contre la nutrition peu conventionnelle. Le jour 3 gravé dans le bois marque ses luttes. Tenant des brindilles comme des bouées de sauvetage, il murmure grand-père. Avec un nouveau respect pour la sagesse de survie. Après des jours de famine et de maladies violentes, Ed parvient à une conclusion profonde. Le bois ne devrait être utilisé que comme matériau de construction. La forêt l'entoure alors qu'il se concentre sur la construction, essayant d'ériger un cadre avec 4 poteaux, mais n'ayant que 2 mains. Ses mouvements tremblent d'effort et de malnutrition. Le bruit des supports tombant résonne avec sa frustration. Ce n'est pas facile. Ed grimace à travers la douleur, son visage tordu par l'effort alors qu'il pousse son corps affaibli au-delà de ses limites. « Ag, gars !» grogne-t-il, parvenant enfin à compléter le cadre de base de son abri. Il ne peut pas dormir sûr de la terre nue après tout. Malgré son épuisement, il reste encore tant de travail à faire. Des couvertures en lambeaux tombent au sol. Les sons de la construction nocturne résonnent à travers l'obscurité. Tude, clac, tude. Les oiseaux chantent dans le ciel lumineux du matin alors qu'Ed est assis à côté de son abri en bois terminé, se permettant enfin un moment de soulagement. C'est enfin fait, soupire-t-il, épuisement et fierté se mêlant dans sa voix. Une notification apparaît. Sa compétence en artisanat a augmenté. La surprise sur son visage est presque comique alors qu'il s'exclame haut. Le système fonctionne exactement comme dans le jeu. Mais son estomac grognant lui rappelle des besoins plus pressants. Ed fixe sa notification d'artisanat avec étonnement, niveau 4 en artisanat déjà. Son sourire trahit sa satisfaction jusqu'à ce que son estomac interrompe avec un grognement exigeant. La vie, construction terminée, montre son harpon improvisé, preuve de ses compétences croissantes. Mais les capacités d'artisanat ne rempliront pas son ventre vide. Ses bras s'ouvrent largement dans une frustration désespérée alors qu'il crie son désir le plus profond, de la vraie nourriture. La désespérance le pousse au-delà de ses limites physiques. Ed lève son épée au-dessus de l'eau, le son de « fouish » et « growl » marquant son intense concentration.
2 jours sans nourriture auraient dû le laisser immobilisé, mais la pure désespérance le garde en mouvement. « Je veux manger du poisson », déclare-t-il avec une détermination féroce. En flammes. Enflammé, crie-t-il à plusieurs reprises jusqu'à ce que les flammes finissent par rugir sous sa prise. Ed mord dans un bâton, son visage tordu de douleur alors qu'il s'exclame « H ». S'il peut endurer juste une semaine de plus, les cours reprendront et la normalité pourrait revenir. Mais une fille aux cheveux flottants apparaît soudainement, son regard intense fixé sur lui. « Vous ?» Elle interrompt avec urgence. L'expression surprise d'Ed rencontre son regard interrogateur alors qu'elle tient des fleurs délicates. « Ed. Rod Taylor ?» demande-t-elle, la reconnaissance se dessinant. Dans les couloirs faiblement éclairés de l'académie, la confrontation se prépare. La figure blonde en manteau rouge commande avec autorité, exigeant que l'autre personne quitte immédiatement l'académie. Leur manque de remords est exaspérant. Une figure royale en blanc ajoute son mépris au cœur de condamnation. La présence imposante de la femme aux cheveux sombres remplit le couloir. « Vous n'êtes toujours pas parti d'ici. » La question plane comme une menace. Voici l'histoire d'origine d'Ed Rod Taylor en tant que vilain. Il a essayé d'utiliser son statut noble pour harceler Ayla, l'amie d'enfance du protagoniste, falsifiant les examens d'entrée pour empêcher l'admission à l'académie. Son sourire sournois révèle la profondeur de ses machinations. Mais ses plans se sont effondrés lorsqu'un observateur inattendu l'a pris la main dans le sac. Peña Elias Crowell, la 3e princesse de l'Empire Crowell. Sa posture, confiante, parle d'une autorité absolue. La princesse Peña active son arme la plus dangereuse, ses yeux perspicaces, un pouvoir qui révèle toutes les tromperies et vérités cachées. Le visage désespéré d'Ed montre la panique et la peur sauvage alors qu'il jure de son innocence, mais les mensonges ne peuvent pas se cacher du regard orange lumineux de Peña. La grande salle de l'académie est témoin de sa chute. Ses cheveux argentés coulent comme de la lumière de lune liquide alors qu'elle se prépare à exposer chaque plan, chaque tromperie. Ed essaie d'expliquer sa subtilité. Encore étudiant, juste expulsé des dortoirs. Mais la fureur de la princesse, Peña, ne connaît pas de limite. Sa robe blanche élégante avec des accents rouges ne peut pas adoucir son décret sévère. Sortez. Son mépris brûle comme de l'acide alors qu'elle jure de parler directement au directeur. Son expulsion immédiate de l'académie suivra. Pas de pitié pour le détestable. La princesse le condamne pour avoir trompé ses camarades étudiants et tenté de détruire l'avenir de quelqu'un. Mais l'esprit d'Ed se fixe sur une crise plus immédiate. Sa précieuse nourriture brûlant en cendres après 3 jours de famine. Sa survie dépend d'éviter l'expulsion, et la princesse Peña détient le pouvoir de mettre fin à sa vie académique par une seule conversation. L'influence de la famille impériale pourrait l'écraser complètement. Dans la dense forêt étrange, Ed sourit avec un amusement sombre alors qu'il contemple la princesse s'aventurant seule dans cette wilderness désolée. Ayla l'avertit avec une énergie magique crépitante autour de ses cheveux blancs, le harcèlement apportera des regrets. Mais la réponse d'Ed surprend tout le monde, y compris lui-même. En fait, je vous suis incroyablement reconnaissant, Votre Altesse. Son ton suggère quelque chose de plus profond qu'une simple gratitude. Les traits élégants de la princesse, Peña montre la surprise face à la gratitude inattendue d'Ed, bien qu'un sourire subtil joue sur ses lèvres. Ed ne ment pas. Ses yeux perspicaces détecteraient toute tromperie. La narration révèle l'histoire sombre de la maison Rod Taylor. Une puissante famille noble qui a abusé de sa position, exploitant les gens et même profanant des restes humains dans leur quête tordue d'immortalité. Pendant ce temps, sa notification « Poisson brûlé » apporte un soulagement comique aux révélations sombres. L'expression d'Ed se transforme en détermination résolue alors qu'il formule sa stratégie. Donc, tout ce que je dois faire est de persuader Peña sans tromperie. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'expulsion signifie la fin du jeu, la mort littérale de ses espoirs. Le calendrier est critique. Ed vient d'être renié, et le semestre approche. Il observe Peña dans sa simple robe blanche, notant son absence de garde. Elle doit passer l'examen d'affectation de classe. La notification apparaît. Examen d'affectation de classe du professeur Glast, notoire pour sa brutalité. Le garçon aux cheveux bruns exprime son inquiétude, mais la fille blonde déterminée avec l'autorité de princesse rétorque sur ses attentes royales pour l'admission en classe A. Lorsqu'Ed menace de notifier l'académie de son échec potentiel, sans son aide, choc et émotion brute traversent son visage. La manipulation a commencé. Ed délivre sa menace calculée avec un amusement sombre. Vous devriez me faire expulser. La scène se déplace vers le lac serein dans la forêt sud-est, où des éclaboussures douces marquent les pas prudents de la princesse dans l'eau. La petite île couverte d'herbe abrite un arbre magnifique au centre, l'arbre gardien de Merilda. La voix d'Ed la guide vers son cadeau promis, créant une atmosphère de mystère et de manipulation. La princesse Peña tient une orbe lumineuse dans ses mains élégantes, la curiosité et l'intrigue se mêlant dans son expression alors que la lumière du soleil filtre à travers la forêt. La narration réfléchit à la transformation. Il y a 3 jours,
Ed Rothsteller était un menteur tricheur avec un comportement honteux. Mais l'Ed qu'elle vient de rencontrer semble complètement différent. Alors qu'une voix formelle annonce la fin de l'examen, un grand palais apparaît, marquant une transition cruciale. Le professeur Glast commande la grande salle d'examen, son costume noir formel orné d'or, alors qu'il exige sévèrement de voir les billes collectées par les étudiants. 4 étudiants nerveux présentent leur découverte. Billes magiques, biscuits, une orbe brillante. Son expression s'assombrit de déception alors qu'il les affecte tous à la classe F. Seuls ceux qui ont trouvé des billes avec de faibles niveaux de mana peuvent atteindre la classe A. Zig observe attentivement, la détermination brûlant dans ses yeux. Lortel se tient avec une confiance suprême, ses longs cheveux rouges et ses yeux verts vibrants attirant l'attention dans le cadre ensoleillé de l'académie. La fille blonde reconnaît sa position de première de la classe, respect et rivalité se mêlant dans l'air. Une voix dramatique révèle la découverte cruciale, la bille cachée par l'arbre gardien d'Imelia, protégée par une entité ancienne. Une notification, canne à pêche usée, ajoute une touche plus légère à la tension croissante. Ed est assis en pose contemplative, l'épée dans une main tout en reposant son menton dans l'autre, ses cheveux blonds clairs captant la lumière du palais. La narration se déplace vers la princesse Penia Elias Crowell, assise pensivement sur le sol opulent dans sa jupe rouge et son haut noir. Ses yeux perspicaces ne manquent rien. Ed ne pouvait s'empêcher de lui fournir des informations sincères. Mais maintenant, les complications commencent, menaçant de défaire l'intrigue originale. La princesse de la bienveillance, un titre que Penia gagnera à l'avenir par une défaite écrasante lors de son examen d'affectation de classe. Elle était censée être affectée à la classe F et profondément humiliée par l'expérience. Mais si elle découvre la bille dorée et atteint la classe à la place, l'intrigue originale s'effondre. L'expression inquiète d'Ed révèle le poids de son dilemme. Ses connaissances sont-elles devenues inutiles? L'introspection d'Ed devient sombre. En d'autres termes, je serais foutu. La scène se déplace vers Lucy Merrill, la véritable première de la classe, ses cheveux dorés tombant sur ses épaules alors qu'elle se tient dans son blazer rouge et sa blouse blanche. Son expression déterminée mais préoccupée porte le poids de l'attente. Elle possède une capacité qui discerne toujours la vérité, et ce pouvoir se concentre maintenant sur la situation de la bille avec une intense attention. La fille en robe blanche réfléchit aux informations d'Ed, sa main serrant la bille lumineuse alors que des émotions conflictuelles luttent en elle. Elle se tient sous l'arbre magnifique, comprenant que ce n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. L'embarras de la princesse concernant son statut privilégié alimente son désir de réussir par ses propres mérites. Mais elle ne pourrait jamais prendre la bille pour elle-même, connaissant les implications. La future princesse de la bienveillance se tient dans sa robe blanche alors que Lucy reçoit des éloges pour son courage et ses compétences. La manipulation d'Ed devient claire. Il a appâté la princesse avec la connaissance que sans son aide, elle ne pourrait jamais rejoindre la classe A. Sa capacité à discerner les mensonges rend sa perception dangereuse, mais même l'honnêteté d'Ed ne pouvait garantir un résultat positif. La complexité de la confiance et de l'honnêteté crée des courants sous-jacents dangereux. La frustration de la princesse explose alors qu'elle frappe le mur orné du palais, créant une énorme fissure avec la force de sa colère. L'eau éclabousse violemment, reflétant son tourment émotionnel. Son échec à l'examen d'affectation a empêché son entrée en classe A, tout comme Ed l'avait prédit avec précision. Ses yeux dorés ardents brûlent de détermination alors qu'elle déclare « Je vais garder un œil sur vous, Ed Rothsteller ». Pourtant, elle se trouve impuissante à changer le résultat. Un poisson scintille et se débat sauvagement alors qu'Ed crie triomphalement « Je t'ai eu » depuis l'eau. La scène se transforme en une lumière matinale sereine filtrant à travers des branches vertes et des collines lointaines. Une figure en veste rouge court le long du chemin forestier, respirant lourdement avec détermination. Même si cela signifie se lever à l'aube et courir toute la distance depuis son abri forestier, Ed arrivera à l'école à l'heure. Ed expire brusquement, la sueur perlant sur son front à cause de la course désespérée. Ses cheveux blonds en désordre encadrent un visage rempli de surprise et de contemplation alors qu'il traite cette réalisation monumentale. Je suis retourné. Il respire avec une exaltation triomphante. Le magnifique paysage des arbres en fleurs et de l'architecture classique l'accueille à nouveau. Des pétales flottent à travers la cour animée alors que des étudiants en veste rouge remplissent l'espace. La grande salle à manger bourdonne avec la cérémonie d'ouverture alors qu'une voix accueille les étudiants de retour avec des visages radieux prêts pour un nouveau semestre. Ed est assis avec confiance à sa table, savourant un repas somptueux de steak et de légumes, sa fourchette tintant contre l'assiette. Des chuchotements durs le suivent. Comment ose-t-il montrer son visage ici après sa disgrâce? Mais Ed semble indifférent, mangeant avec la confiance de quelqu'un qui a survécu à l'impossible. Les étudiants discutent du deuxième année qui s'est comporté si honteusement lors de l'examen d'entrée, surpris par la quantité qu'il mange et l'impression différente qu'il donne de près. Une fille aux cheveux roses avec un ruban observe tandis qu'une autre suggère d'essayer les desserts du chef. Clara accepte avec enthousiasme d'y aller ensemble.
L'ambiance change vers l'espoir alors qu'une fille réfléchit à son avenir radieux. C'est le jour d'ouverture à l'Académie Sylvania. Une chance pour de nouveaux commencements. L'ouverture du semestre se poursuit dans le grand auditorium alors que l'orateur accueille les étudiants de retour. Devant la porte menaçante du bureau du doyen, Ed se tient anxieusement, les cheveux blancs marquant son inquiétude face à l'expulsion imminente. Malgré ses craintes, le doyen semble joyeux, suggérant que la princesse Penia a rapporté quelque chose de positif à son sujet. Le soulagement sur son visage en dit long. C'était un coup de près, mais d'une manière ou d'une autre. Il a survécu pour se battre un autre jour. L'esprit d'Ed s'emballe avec une pensée cruciale. Il ne peut pas s'écarter de l'intrigue. Pas maintenant. Ses compétences de survie et son entraînement magique de base ont besoin d'un focus unificateur. Et il l'a trouvé, l'arc. Alors que sa flèche touche près d'un lapin, les pièces s'assemblent. Cette arme relie parfaitement les deux mondes. Un étudiant confiant brandit son épée, tandis que la confusion envahit le visage d'un autre. Sous l'arbre majestueux, une fille au ruban rouge contemple des affaires qui dépassent son expertise. La plaque nominative révèle tout. Yenkar Palrové, première de 2e année, élémentaliste génial. Certains talents ne peuvent tout simplement pas être ignorés. Ibenekar Palrox apparaît comme un fantôme de la forêt, son sourire espiègle masquant une connaissance plus profonde. Le panier d'Ed faillit tomber lorsqu'elle mentionne l'esprit de haut rang Merilda. Son anxiété grimpe. L'esprit l'a-t-il observé? A-t-il discuté de lui? Dans cette forêt mystique, rien ne reste caché longtemps. Dans la chaleur du grand auditorium, Ibenekar tient son lapin blanc, confessant une violence passée avec une surprenante gaieté. Son compagnon la rassure sur le cycle de la vie. Il partage un rire sur le jugement des loups au look effrayant. Puis ses yeux s'illuminent, elle a quelque chose de spécial à lui montrer. L'objet scintillant dans les mains d'Ibenekar renferme des secrets. Elle a établi un contrat avec un esprit. Mais quand elle propose de lui laisser tenir son esprit, le monde d'Ed s'effondre. Ses pensées s'emballent dans la panique. Il ne peut pas voir les esprits. Comment peut-il se rapprocher de Yenkar s'il ne peut pas partager son monde mystique? Le choc d'Ibenekar est palpable. Il ne peut pas voir les esprits. Ed balaie la révélation, prétendant qu'il doit chercher, s'éloignant avec une confiance forcée. Mais son esprit tourbillonne de pensées sombres. Yenkar Palrové, crucial pour l'intrigue, est quelqu'un qu'il doit éviter à tout prix. Les mots d'Ibenekar résonnent de manière sinistre alors qu'elle suit Ed à travers la forêt verdoyante. Son commentaire sur le jugement des loups touche profondément. Soudain, un immense loup blanc apparaît à côté d'une fille aux cheveux blancs. L'esprit questionne la véritable nature d'Ed tandis qu'il reste inconscient de sa présence. Qui est-il vraiment? Ibenekar touche son menton pensivement, écartant la réponse froide d'Ed. Elle n'est pas découragée, ils se reverront. Elle a le temps de le comprendre. Alors que le lac serein s'étend devant elle sur la carte, elle calcule la distance jusqu'à ses cours. Patience. C'est tout ce dont elle a besoin. La routine d'Ed est épuisante. Haletant à travers la forêt, griffonnant des notes sur des dalles de pierre, frottant son uniforme taché de sueur près du ruisseau. Sa détermination se montre dans chaque souffle épuisé. Pendant qu'Ibenekar observe depuis l'ombre, il avance, espérant que son uniforme sèche d'ici le matin. Torse nu et examinant des structures en bois, Ed remarque des pièces manquantes. Mais Ibenekar observe depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. Sa confrontation soudaine le surprend. Elle savait qu'il était conscient de sa présence depuis le début. Sa réaction choquée trahit à quel point il avait été évident. La forêt ne cache rien d'elle. La frustration d'Ed déborde alors qu'il se défend contre les opinions des autres. Mais le sourire doux d'Ibenekar révèle sa vérité. Elle ne le connaît pas encore assez bien. Il reconnaît sa nature naïve, ses croyances fortes. Pourtant, l'obscurité entoure son image. La princesse détient des secrets qui pourraient tout détruire. Le cœur du narrateur se brise pour Yenkar, connaissant son avenir tragique. Un chaos rose et rouge tourbillonne autour de sa silhouette sinistre, le boss final de l'acte 1. Elle sourit au pire moment. Pendant ce temps, la culpabilité d'Ed le consume alors qu'il répète son statut de méchant, se préparant à demander une faveur désespérée. L'excitation d'Ibenekar explose à la mention d'une faveur. Mais la demande d'Ed touche son cœur honteux, il est fauché, désavoué, désespéré. Sa silhouette torse nu révèle à la fois vulnérabilité physique et émotionnelle alors qu'il demande de l'argent. Son sourire suggère de l'aide, mais son statut de meilleur élève porte ses propres fardeaux. Sa faiblesse? L'argent. Ed se tient sur le chemin de terre, l'incertitude inscrite sur son visage. L'image de Yenkar se fragmente, s'effondrant alors qu'elle s'excuse avec une gaieté troublante.
À court de fond. Une seule larme roule sur la joue d'Ed alors que la dure réalité le frappe. Dans 3 jours, l'espoir pourrait revenir. Ed sert sa marionnette de lapin, justifiant son isolement. De cette façon, il ne s'embrouillera pas avec les personnages principaux. Mais alors qu'il se penche pour chercher, un tube tonitruant brise la paix de la forêt. Son cri surpris résonne à travers les arbres. Quelle force vient d'envahir son sanctuaire soigneusement construit? Yenkar se réveille en sursaut, les bras tendus dans l'alarme. Mais ce ne sont pas les garçons nerveux qui l'inquiètent, c'est le bruit qui dérange son sommeil. Le garçon blond proteste de son innocence tandis qu'elle pointe derrière lui. Un immense loup apparaît, son aura magique pulsant à travers la clairière. La terreur et l'émerveillement se heurtent. Le loup mystique apparaît dans des tons bleus éthérés, ses yeux perçants renfermant une sagesse ancienne. Le jeune homme traduit d'urgence son message. Il demande à Ed de sauver Yenkar à l'avenir. Les effets sonores intensifient le drame alors qu'un partenariat surnaturel se forme. Mais quelle catastrophe les attend? L'esprit renard bleu scintille d'une lumière d'un autre monde, son message est clair comme de l'eau. Mais la confusion d'Ed s'intensifie, il ne voit rien là où d'autres témoignent de miracles. Le cadre mystique de la forêt amplifie le décalage entre la vue et la réalité. Comment peut-il sauver quelqu'un s'il est aveugle aux forces surnaturelles en jeu? Le sanctuaire d'Ed a été envahi. Yenkar dormant dans son abri détruit ses plans d'isolement soigneux. Son doigt sur ses lèvres exige le silence, tandis qu'il secoue la tête de frustration. La narration révèle les capacités félines de Lucie, flottant au-dessus de cercles magiques. Son pire cauchemar, l'entrelacement, est arrivé. Une silhouette aux cheveux argentés en rouge observe des toits, contemplant des destinations. La scène se déplace vers la paisible forêt nord de l'île Aken, où les ruisseaux babillent et les oiseaux chantent. Ed est assis avec Yenkar, qui bâille contre un arbre. La brise est fraîche, le décor paisible. Pourtant, la tension persiste sous la surface. La frustration d'Ed explose. L'endroit parfait pour faire la sieste d'hier est devenu sa malédiction. Le ciel s'étend à l'infini au-dessus, alors que l'énergie magique tourbillonne dans un chaos violet. Sa panique s'intensifie, il doit agir. Pendant ce temps, une autre silhouette s'effondre dramatiquement dans la clairière après avoir utilisé de la magie de haut niveau tout en étant somnolente. Ed travaille sur son piège à collet, tandis que la bête absolue à ses côtés menace toute l'intrigue. Lucie demande des morceaux de viande séchés avec une faim innocente, mais il refuse sèchement. Sa nature espiègle brille alors qu'elle saisit quelque chose de toute façon, s'exclamant sur le goût intéressant. Elle n'écoute jamais les avertissements. L'arrière-plan tourbillonnant suggère une profonde révélation. Le geste espiègle d'Yenkar masque une intelligence sérieuse alors qu'elle révèle sa découverte. Des servantes d'Ophley Saul cherchant Ed. Son chapeau de sorcière ajoute au mystère tandis que la confusion d'Ed s'intensifie. La forêt ne garde aucun secret pour ceux qui savent écouter. Ed se souvient de quelque chose d'urgent, sa posture nerveuse trahit son anxiété. Lucie tourne sur elle-même avec un au revoir joyeux, sa cape rouge flottant alors qu'elle sort rapidement. L'explosion suit immédiatement. Kaboum! Alors que le chaos éclate. Ed réfléchit à sa vitesse, tandis que les servantes du dortoir poursuivent leur cible insaisissable. Le sourire contemplatif d'Ed se remémore la brève visite de camp de Lucie Merel. Seulement 2 jours, mais cela semblait plus long. Il se pousse à retourner au travail, marchant sur le chemin de la forêt avec un nouveau but. La réalisation le frappe durement, il s'est trop habitué. Une nouvelle quête l'attend, un entraînement de combat commun. L'arène éclate de cris tonitruants alors que l'entraînement de combat commence. Les étudiants s'affrontent sur des tapis de combat, tandis qu'un combattant en uniforme rouge délivre une puissante coupe. Des restrictions de sécurité limitent tout le monde. Armes d'entraînement seulement, magie de base, pas de potions dangereuses. Le tableau du tournoi promet des combats en tête-à-tête, quelle que soit l'année ou le département. Les personnages principaux s'assemblent avec une énergie dynamique tourbillonnant autour d'eux. Yenkar l'élémentaliste se tient avec confiance aux côtés de la princesse Penia et de Lortel la fille dorée. Zig irradie une puissance naturelle, tandis que la paresseuse Lucie rôde à proximité. Mais parmi cette constellation de protagonistes, un se distingue. Le maître d'épée raté, Télé. Une aura dorée entoure l'épée du guerrier aux cheveux foncés alors que la puissance irradie à travers l'arène. Le sourire doux d'un garçon blond offre du réconfort, tandis qu'une magie verte explosive tourbillonne dans la zone d'entraînement. La silhouette encapuchonnée impose le respect alors que les étudiants de première année dominent les victoires. Tous sauf un. Yenkar Palrové s'approche avec un enthousiasme joyeux, offrant le tableau du tournoi. L'indifférence d'Ed masque son anxiété grandissante face à des adversaires inconnus. Son choc s'intensifie alors que la réalité le frappe, il doit réellement se battre.
Le cadre éducatif ne peut contenir sa peur croissante des batailles à venir. La voix de l'annonceur résonne à travers la grande arène alors que les noms retentissent. Lucie Merel montre de l'inquiétude tandis que Télé MC s'avance dans son blazer rouge frappant, l'anxiété inscrite sur ses traits. Un autre étudiant proclame sa détermination à donner le meilleur de lui-même, peu importe son adversaire. La salle d'attente appelle. Le protagoniste réfléchit à d'innombrables parties, chaque fin gravée dans sa mémoire. Des échecs déchirants aux victoires triomphantes, le parcours de Télé a tout façonné. L'écran de fin de jeu le tente. Combien de fois a-t-il choisi de rejouer? Dans ce royaume numérique d'infinies possibilités, rien n'était jamais facile. Les yeux étoilés d'Ed brûlent de détermination alors qu'il soutient Télé, les larmes menaçant de couler. Mais l'urgence frappe, le nom de Lucie Merel résonne dans l'arène sans réponse. Où est-elle? Télé se réveille en grognant, les cheveux en désordre, répondant par des sons confus alors que quelqu'un essaie frénétiquement de la réveiller pour son tour. La panique se répand alors que le duel est en suspens. Le garçon blond plaide désespérément tandis que Lucie se plaint de faim, exigeant des morceaux de viande séchée. La figure sérieuse observe d'un air grave alors que Lucie Merel se prépare enfin pour le combat. Si ce duel n'a pas lieu, ils sont tous en danger. Le temps presse. La reine retient son souffle alors que le destin se déroule. Le protagoniste aux cheveux foncés se tient prêt, né pour devenir maître d'épée malgré n'avoir jamais tenu une lame. Dans un moment impossible, il coupe à travers la magie fulgurante de Lucie. Ses cheveux argentés encadrent son expression choquée alors que l'incrédulité envahit son visage. Le sort de foudre de Lucie s'écrase avec une force dévastatrice, remplissant l'arène d'énergie aveuglante. Les murs courbés de l'arène moderne résonnent avec l'impact alors que Télé se prépare contre l'assaut magique. Mais la victoire se transforme en disqualification. Le sort intermédiaire réflexif de Lucie enfreint les règles du tournoi. Le choc se propage entre les deux combattants. L'excitation de Télé explose alors qu'il crie « Début !» avec une détermination passionnée. Lucie se tient dans des ombres dramatiques, les flammes engloutissant ses armes comme des présages de malheur. La grande arène observe alors qu'il frappe ses poings, prêt pour le combat. Le rush de mouvement suit. Boum! Alors que le combat éclate avec une intensité qui fait trembler la terre. Boum! L'explosion déchire l'arène alors que l'énergie magique éclate dans une brillance chaotique. Le duelliste aux cheveux clairs canalise une puissance dévastatrice tandis que les spectateurs regardent en silence stupéfait. Le garçon blond déglutit nerveusement alors que le vent tourbillonne autour de la figure luttant dans le grand chapeau. L'air même crépite de magie déchaînée. Le combattant aux cheveux foncés réfléchit avec une défaite surprenante dans la voix. La réputation de Lucie en tant qu'étudiante prodige se prouve de manière dévastatrice. La narration révèle les origines difficiles de Télé MC Clore, un étudiant de campagne raté portant d'innombrables épreuves. Sa main gantée tremble, agrippant l'épée en bois avec une détermination désespérée. Dans l'après-coup de la foudre de Lucie, Télé se penche dans sa vieille cape, la fatigue marquant ses traits. Tout le monde s'attend à sa défaite, la pitié remplissant leurs yeux. Mais la foi indéfectible du soutien blond brille alors qu'il encourage Télé. Cette voix, cette fois, elle enflamme quelque chose de plus profond que la simple détermination. Télé se lance en avant avec une force explosive, le whoosh de son mouvement capturant le cœur de chaque étudiant. Sa détermination devient contagieuse, se répandant dans l'arène comme un feu de forêt. L'expression sérieuse de Lucie se transforme en surprise alors qu'il crie son nom avec une résolution inébranlable. Le choc des volontés commence maintenant. Le combattant en uniforme rouge canalise de l'énergie alors que la surprise se propage à travers le champ de bataille. Une arme crie dans les airs avec une précision dévastatrice. Le mouvement se brouille, swoosh, alors que deux figures en orange tressaillent de terreur. L'une crie dans la panique tandis qu'un rugissement redoutable résonne à travers l'arène. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le guerrier aux cheveux foncés se déplace avec une vitesse impossible dans les airs, son élan le portant vers le haut. Pow! L'impact résonne alors qu'il s'écrase à travers des barrières avec une force dévastatrice. Sa réalisation aux yeux écarquillés frappe comme la foudre elle-même. Ce n'était pas de la magie de foudre. La vérité change tout ce qu'il pensait savoir. Dans le grand hall de pierre, Lucie Merel se tient victorieuse, ses cheveux argentés flottant sous son chapeau mystérieux. L'annonce résonne triomphalement, tandis que les foules rugissent leur approbation. Télé est assis, vaincu dans sa veste rouge, l'incrédulité gravée sur ses traits. Près de là, un observateur aux cheveux foncés regarde avec un choc écarquillé face au résultat. Le nom du vainqueur résonne à travers l'arène alors que la réalité s'effondre sur Télé. Perdu. Son choc figé en dit longtemps dit que le triomphe de Lucie brille sous les projecteurs. Le rugissement de la foule couvre sa confusion alors qu'un autre personnage blond regarde avec une détresse surprise.
Victoire et défaite, séparés par de simples instants. Le victorieux en rouge se tient au-dessus de son adversaire vaincu, la différence de pouvoir écrasante étant douloureusement évidente. La foudre peut abattre l'espoir en un instant. Lorsqu'il est confronté à un mur infranchissable, le désespoir suit rapidement. Chaque pas résonnant accroît la tension alors que la bénédiction de la tempête laisse entrevoir des stratégies cachées encore à se déployer. La forme éthérée de Merilda scintille avec une magie du vent de haut niveau, alors que le garçon aux cheveux foncés demande espièglement des morceaux de viande séchée. La révélation frappe fort. Le contrat de Lucie avec Merilda a tout changé après son séjour au camp d'Ed. Maintenant, l'annonceur appelle les prochains combattants, Ed Rodstellor contre la princesse Penna Elias Kobel. Les enjeux viennent d'escalader. L'inquiétude de la fille aux cheveux argentés touche profondément. Ed aurait dû prendre l'épée pour avoir confiance. Mais il a perdu à cause de son intervention. Le garçon aux cheveux bruns exprime des regrets tout en insistant sur le fait que ce n'est pas la fin. Une silhouette en rouge se précipite vers Télé, appelant son nom avec urgence alors qu'il leur ordonne de s'arrêter. Le personnage aux cheveux blancs se tient de manière dramatique, prédisant l'enfer au lieu de la joie à venir. Son compagnon aux cheveux foncés tente de le réconforter, louant ses efforts et blâmant la malchance du tableau. Mais la frustration explose alors que le combattant blond se déchaîne contre le fait de porter des fardeaux destinés à d'autres. Le cadre de l'arène amplifie leur confrontation émotionnelle. La présence royale de l'empereur Croel remplit le palais alors qu'il reconnaît les bénédictions divines de Penia. Sa couronne dorée capte la lumière tout en expliquant sa rare capacité à discerner les mensonges. L'environnement traître du palais de trahison exige de tels dons. Penia est assise sur le sol, son expression féroce rayonnant de préparation pour tous les complots qui l'entourent. La confiance indéfectible de la princesse Penia brille même dans les abysses sombres. 3 figures ombreuses l'observent avec une malveillance dissimulée, tandis qu'elle maintient sa façade d'ignorance. Ed lui fait face avec honneur, générant une intensité qui fait trembler la terre. Leurs yeux se rencontrent alors que Penia reflète son sentiment. Un respect mutuel se forme entre 2 guerriers qui comprennent le poids de leur bataille imminente. Les murmures coupent plus profondément que n'importe quelle lame. Les étudiants partagent leurs évaluations cruelles du passé d'Ed Rodstellor, son humiliation des plus jeunes, ses tactiques sournoises lorsque son statut échouait. La fille aux cheveux argentés réfléchit solennellement tandis qu'Ed se tient vulnérable dans son frappant costume rouge et noir. Mais au milieu de ce tumulte émotionnel, une silhouette blonde conserve une parfaite maîtrise. Une tempête de jugement tourbillonne autour de la réputation d'Ed. Des yeux ambrés féroces flambent de passion alors que la fille blonde éclate en défense. L'arène se transforme en champ de bataille émotionnel alors que le garçon en costume rouge plaide désespérément de ne pas désespérer pour des choses triviales. Son angoisse pour Télé devient palpable. Lorsque le duel est annoncé, une autre voix s'élève, dénonçant Ed Rodstellor comme rien de plus qu'une distraction. Les préparatifs de bataille s'intensifient alors que la princesse Penia déclare son intention de mettre fin à ce conflit une bonne fois pour toutes. L'énergie magique tourbillonne autour de ses cheveux argentés alors qu'elle prépare son attaque dévastatrice. Ed considère sa stratégie, magie du vent et du feu à sa disposition. Ses yeux bleus perçants se concentrent alors qu'il réfléchit à comment bloquer son assaut imminent. L'arène crépite d'anticipation. Thwack. L'attaque invisible frappe avec une force dévastatrice. Crash. Ed est projeté en arrière contre la surface, sa chemise blanche déchirée par l'impact. La princesse Penia lève sa main défensivement, la confusion envahissant ses traits. La silhouette tombée admet sa défaite, mais attendez. La figure masculine aux yeux bleus frappants rit triomphalement, révélant qu'il a orchestré cet échange entier. La victoire a un goût sucré sur ses lèvres. La foule éclate alors que les spectateurs déclarent cette défaite encore pire que celle de Yeva. Le garçon aux cheveux clairs exprime sa gratitude, affirmant qu'il a beaucoup appris du duel. Mais les cheveux argentés de la princesse Penia encadrent son expression sérieuse alors qu'une terrible réalisation se fait jour. Tout au long de la confrontation, il n'a jamais croisé ses yeux directement. Le gagnant est annoncé, mais elle comprend maintenant. Il n'a jamais eu l'intention de se battre. La panique envahit les traits du garçon blond alors qu'il déclare qu'il n'a pas de temps pour des duels. La princesse Penia a une importance incroyable dans la chronologie de ce jeu, mais quelqu'un compte encore plus. La silhouette encapuchonnée révèle la vérité. Télé, le protagoniste de ce monde, dépasse même la royauté en signification. Le désespoir s'infiltre dans sa voix alors qu'il cherche des nouvelles de Télé. Une fille aux yeux perçants s'exclame soudainement le nom d'Ed. La frustration de la princesse Penia explose alors qu'elle confronte la tromperie. Ses cheveux argentés tourbillonnent autour de son costume rouge et noir alors qu'elle l'accuse de n'avoir jamais eu l'intention de se battre correctement, seulement de chercher à fuir la scène. Le jeune homme en désordre en blanc prétend défensivement ne pas savoir. Mais le véritable fardeau de Penia refait surface. Une charge de travail écrasante et une rivale marchande essayant de prendre le contrôle de l'académie par des stratagèmes lucratifs. Le garçon aux cheveux bruns en bleu la confronte directement,
exigeant de savoir qui elle pense être pour le distraire ainsi. Sa vie s'avère bien plus compliquée qu'il ne l'avait jamais imaginé. La princesse en rouge place une main apaisante sur son épaule, l'encourageant à respirer profondément pour apaiser son agitation. Leur respiration lourde remplit la pièce ornée, alors que la tension cède la place à une intimité inattendue. La fille blonde dans sa veste rouge couvre son visage de honte, admettant qu'elle devrait simplement demander aux gens au sujet de ses soupçons au lieu de sauter aux conclusions. Le garçon aux cheveux châtains clairs la rassure, partageant comment son éducation au palais a façonné son comportement. Mais ensuite, elle intensifie la confrontation, l'accusant d'avoir intimidé Télé délibérément pour créer des motifs pour son propre désaveu. Le château menaçant se dresse derrière leur discussion tendue. La sueur perle sur le visage déterminé du garçon blond alors qu'il reconnaît sa déduction aiguë, à moitié faux, mais la maison Rhodes-Taylor abrite en effet des secrets sombres. Le deuxième garçon éclate de frustration, exigeant de savoir pourquoi il essaierait de remonter le moral de Télé s'il voulait vraiment qu'il soit expulsé. La réponse du premier garçon glace l'air. Il a encouragé Télé simplement pour se moquer de lui. La confrontation atteint son point de rupture. Les yeux perspicaces s'activent alors que la fureur de la princesse Penia atteint son paroxysme. Elle crie d'exaspération tandis que le garçon aux cheveux bruns voit son nez s'allonger comiquement, soulignant son évident manque d'honnêteté. Ses pouvoirs enflammés tentent de se manifester mais produisent seulement un petit fauche de flamme, montrant sa frustration totale. La grande salle royale assiste à cet effondrement alors qu'il lui dit qu'elle peut partir, mêlant résignation et prudence. La fille blonde en rouge croise les bras avec impatience, notant comment il continue à fixer la porte avec une hâte évidente. Le garçon aux cheveux bruns reste silencieux, l'anxiété écrite sur son visage détourné. Les pensées internes révèlent le comportement inhabituel de la princesse Penia. Quelque chose a clairement dépassé les limites normales. Il réfléchit à comment s'ajouter à cette équation est devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'anxiété de Penia devient visible alors que le garçon aux cheveux châtain clair exprime son inquiétude pour son épuisement, l'encourageant à prendre les choses plus facilement. Elle réfléchit sérieusement à la différence entre cette académie et la cour impériale où une vigilance constante était requise. Un gros plan de son œil intense révèle son combat intérieur. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à voir à travers les mensonges, se sentir incertaine marque un tournant dévastateur. La contemplation du garçon blond devient désespérée alors qu'il réalise les enjeux catastrophiques. Si Télé abandonne maintenant, son mode de vie paisible et le monde entier pourrait s'effondrer. La sueur coule sur ses traits inquiets alors qu'il se demande quoi lui dire. Pendant ce temps, le garçon en rouge adopte une posture défensive, son arme brillant alors qu'il crie à l'autre de rester en arrière. La grande salle devient un champ de bataille de volontés opposées. Ailatrice fait une entrée dramatique, ses cheveux flottants alors qu'elle gesticule de manière autoritaire. Son uniforme scolaire et sa cape rouge flottent avec une énergie déterminée alors qu'elle confronte directement Ed Rhodes-Taylor. Ses yeux vert vif flambent de fureur protectrice alors qu'elle exige qu'il cesse d'intimider Télé. Le coucher de soleil projette une lumière chaude derrière elle, contrastant fortement avec l'intensité de son intervention. Elle déclare que Télé a suffisamment souffert sans l'interférence d'Ed. Des yeux écarquillés reflètent la surprise alors qu'Ed traite la déclaration sur le fait d'assister encore à l'académie. La fille blonde platine en rouge semble imposante à ses côtés tandis qu'un garçon aux cheveux noirs en pull rouge marche avec une fille en tenue révélatrice. Leurs expressions déterminées transmettent la résolution alors qu'ils naviguent à travers les défis à venir. Ed réfléchit à reconnaître cette volonté inflexible brûlant dans des yeux familiers. La force qui définit un véritable protagoniste. Le personnage aux cheveux noirs dans son manteau rouge irradie d'autorité alors qu'il encourage Télé à ne pas abandonner. La fille aux cheveux pâles à ses côtés semble motivée mais anxieuse alors que ses mots s'enfoncent. Pendant ce temps, le garçon aux cheveux en pique questionne les affaires du blond avec lui, notant ses impressionnantes compétences en escrime. Le garçon blond réfléchit de manière introspective, suggérant un moment de vulnérabilité alors qu'il envisage d'être honnête avec lui-même. Le coucher de soleil animé encadre leur échange émotionnel complexe. Les pensées anxieuses du garçon blond révèlent son combat intérieur. Il s'était concentré uniquement sur sa propre survie, laissant le sauvetage du monde à Télé. Mais quelque chose a changé lorsque le soulagement l'a envahi. Pas à cause du chaos qui se déroule, mais parce que Télé, la personne avec qui il avait passé tant de temps, allait bien. Son sourire émerge alors qu'il se souvient de leurs moments partagés. Des pas doux résonnent alors qu'une silhouette inconnue s'approche, ajoutant du mystère à la scène. La fille aux cheveux blancs se demande pourquoi il agit si cool alors que le garçon aux cheveux noirs à ses côtés montre du dégoût. Ed Rhodes-Taylor se détourne dans l'isolement, encadré par la grande porte en bois et les sombres alentours. Soudain, un boom tonitruant résonne dans le couloir, suivi du souffle des flammes. Un garçon perplexe en uniforme apparaît, se demandant si c'est déjà l'heure. Le chaos éclate dans les couloirs de l'académie. Le feu explose dans l'arène de bataille avec un fouet dévastateur alors que le duel s'intensifie. Un personnage lance des sorts avec des mains lumineuses, l'énergie magique crépitant autour d'eux. La fille aux cheveux rouges se déplace rapidement sur une feuille de glace qu'elle a créée, son expression déterminée mise en valeur par le whoosh de son mouvement.
Des formations de glace se répandent de manière menaçante alors que le narrateur introduit cette scène cruciale. Le duel entre Lortel, la fille d'or, et son redoutable adversaire. Le crack dramatique résonne à travers le magnifique paysage glacé alors que la bataille atteint son apogée. La fille aux cheveux roses avec des rubans rouges semble préoccupée, mais résolue tandis que le garçon en rouge et noir offre des encouragements à Télé. Son expression sérieuse incite à bien observer ce qui se déroule. Les yeux écarquillés du garçon aux cheveux bruns reflètent la peur et la surprise alors que Yenkar l'élémentaliste est révélé, l'une des nombreuses épreuves que Télé doit surmonter. Yenkar Palrové se révèle comme le boss final du premier acte, des flammes explosant autour de sa présence imposante. La figure confiante aux cheveux violets clairs sourit victorieusement tandis que la foule éclate en célébration. Des acclamations remplissent l'air alors qu'il loue Yenkar, la seule deuxième année à avoir battu une première année, la meilleure de sa classe, incroyable en magie spirituelle. Elle répond gracieusement avec un sourire charmant, se délectant de l'adulation et de la camaraderie de son moment triomphant. La fille aux cheveux blancs appelle urgemment les gens à dégager le passage alors qu'un patient est transporté sur une civière. L'urgence médicale chaotique se déroule tandis qu'une silhouette ombragée loue Yenkar comme la fierté des deuxièmes années. La narration développe sa position et ses expériences récentes, laissant entendre une défaite qui a attiré l'attention lors de l'entraînement au combat. Des gros plans sur les traits de Yenkar transmettent la pression immense et les attentes pesant sur ses épaules. Le blond musclé s'approche d'une porte menaçante, ses pas prudents résonnant dans la nuit. Il réfléchit à ne pas voir bientôt une certaine fille à son camp, lui permettant de se concentrer sur ses études et sa survie. Le ciel étoilé encadre sa contemplation de 2 semaines d'entraînement au combat commun. Il découvre un filet de pêche sur un terrain rocheux, reconnaissant pour des sources de nourriture durable. Nageant en short rayé, il observe son physique renforcé, déterminé à ne pas devenir complaisant malgré ses progrès. La fille aux cheveux roses rougit furieusement alors qu'elle couvre son visage, demandant si Ed aime se promener à moitié nue. Ses grands yeux rouges reflètent une pure embarras tandis qu'Ed, imperturbable dans sa chemise blanche déboutonnée, explique défensivement qu'il venait juste de nager. Elle exprime son désir de parler davantage et de demander son avis, tandis qu'il questionne sa présence dans cette zone isolée. Le crépitement du feu de camp crée une intimité alors qu'elle décrit sa visite comme une aventure au milieu de leur curiosité nerveuse. La fille aux cheveux rouges est allongée sur un lit, son expression sérieuse lourde de culpabilité alors qu'elle avoue avoir blessé quelqu'un. La scène se déplace vers Ed contemplant les règles du duel magique. Son adversaire a utilisé de la magie intermédiaire en premier, enfreignant techniquement les règlements. Mais la nature bienveillante de Yenkar ne trouverait pas de réconfort dans les subtilités techniques. Près du feu de camp, elle exprime une inquiétude persistante de dépasser les limites, tandis qu'Ed écoute attentivement et l'encourage à s'excuser si c'est ce dont elle a besoin. Yenkar est assise en tailleur dans son uniforme scolaire, ses cheveux pastel rose attachés avec un ruban rouge alors qu'elle réfléchit à sa situation. L'éclairage tamisé crée une intimité alors qu'elle reconnaît que, bien que ses amis la soutiennent constamment, cela n'excuse pas la responsabilité personnelle. Ed écoute attentivement, exprimant sa compréhension qu'il savait qu'elle était différente. Leur conversation oscille entre gestes ludiques et moments sincères, révélant une amitié naissante bâtie sur l'honnêteté plutôt que sur un soutien aveugle. La fille aux yeux hétérochromes exprime une indifférence totale, notant à quel point le garçon blond semble différent de l'année dernière. Il est assis contemplativement sous la nuit étoilée, musclé et perdu dans ses pensées tout en tenant quelque chose dans ses mains. Elle réfléchit à trouver du soulagement en le voyant ainsi, souhaitant que tout le monde dans le monde puisse éprouver une telle paix. L'atmosphère sereine et la douce lumière des étoiles créent un moment de profonde tranquillité entre eux. Un grand bâtiment académique se dresse majestueusement sous un ciel bleu alors que le garçon blond anxieux en rouge s'approche de son entrée. Son expression troublée reflète son stress alors qu'il contemple la nature difficile de Sylvena, un jeu notoire pour dévaster les nouveaux joueurs avec divers mauvais fins. Des écrans numériques montrent les conséquences désastreuses attendant les joueurs non préparés, tandis que des personnages pixelisés affichent un choc face au scénario périlleux qui se déroule. L'académie se dresse de manière menaçante devant lui. L'obscurité engloutit la scène alors que divers mauvais fins sont révélés à travers des ombres menaçantes et des trahisons. Une silhouette se tient les bras étendus dans une tentative de salut échoué, alors que le texte rouge frappant « Vous êtes mort » domine l'impact visuel. Les conséquences de mauvais choix se manifestent dans des résultats dévastateurs. Télé assassinée, Aïla tombant à sa mort, Télé brûlée vive. Le garçon blond confus questionne la fille aux cheveux rouges qui exige qu'il écoute ses avertissements. Dans le couloir opulent, Lortel Keeland fait son entrée dramatique. Ses cheveux rouges vifs encadrent son sourire confiant alors qu'elle annonce son intention d'ignorer complètement quelqu'un. La fille d'or, l'une des 4 héroïnes de Sylvenia et la notoire destructrice de débutants, déclare son désir d'acheter 2 heures de temps d'Ed Rodstellor.
Son sourire malicieux révèle la nature calculée de cette transaction apparemment simple. La fille aux cheveux rouges se tient défiant avec les mains sur les hanches, contrastant fortement avec la fille blonde claire en blanc. Contrairement aux autres personnages, le parcours de Lortel se révèle vilain dès le début. Un moment tendu éclate alors que le personnage masculin crie « non », tandis qu'un ouche suggère une réalisation soudaine. La fille aux cheveux rouges se prépare contre des mots persuasifs, déterminée à ne pas laisser une langue d'argent influencer sa résolution actuelle. Le garçon blond en rouge se tient résolu devant Lortel, exprimant son désir d'aider malgré ses hésitations. Elle semble troublée et sur la défensive, prise au dépourvu par son insistance à écouter. Lorsqu'il mentionne avoir entendu des rumeurs sur son arrogance, elle en rit, suggérant une camaraderie inattendue. L'ambiance change alors qu'elle loue dramatiquement sa force tout en mentionnant sa proposition impliquant 3 pièces d'or, introduisant un élément transactionnel dans leur relation complexe. Une pièce d'or brillante scintille à la lumière alors que sa valeur significative, un mois de salaire pour des gens travailleurs, devient claire. Le personnage blond reconnaît leur position socio-économique, tandis que la rouge Lortel explique l'importance de construire des alliances. Elle place sa main sur son bras alors qu'ils se penchent plus près l'un de l'autre, les effets de « pencher » et « glisser » suggérant une proximité physique changeante. L'argent devient l'outil des connexions dans leur échange chargé sur le pouvoir et la stratégie. Dans le couloir opulent, la stratégie rusée de Lortel se déploie alors qu'elle anticipe sa future bataille politique contre la princesse Penia pour le contrôle de l'académie. Son sourire confiant révèle sa conscience des intrigues complexes en jeu. Le jeune homme blond tend la main pour une poignée de main, confirmant leur alliance stratégique tandis qu'elle imite le geste. Leurs mains entrelacées symbolisent le début d'un partenariat fondé sur l'ambition mutuelle et la coopération calculée. La confiance de Lortel rayonne alors qu'elle explique à quel point il est facile de contrôler des personnes désespérées. De simples pièces deviennent des armes dévastatrices contre ceux poussés à la limite. Son sourire révèle la méthodologie cruelle derrière ses plans alors qu'elle réfléchit à des tentatives passées. La silhouette masculine ombragée rôde en arrière-plan tandis qu'elle contemple la pièce, symbolisant des tentations superficielles et la corruption morale. Mais son expression change. Cette fois, malheureusement, sa manipulation n'a pas fonctionné comme prévu. Le garçon blond se tient la tête baissée, réfléchissant au choix significatif qu'il a refusé de faire. Accepter que l'argent aurait considérablement amélioré sa situation, mais il reconnaît le danger de modifier l'intrigue principale. La fille aux cheveux rouges maintient sa posture tendue près de l'entrée ornée, tandis qu'il contemple le potentiel terrifiant de combiner la destructrice de débutants avec Yennecar. Le bâtiment gothique se dresse sous la lumière des étoiles, soulignant le poids de sa décision. Dans la pièce faiblement éclairée, Yennecar accueille Lortel avec sa robe élégante et sa queue de cheval argentée, tandis que Lortel arbore ses cheveux rouges flamboyants et sa robe bleu clair. Lortel commente avec espièglerie sur la coiffure différente de Yennecar, alors que l'expression sérieuse de Yennecar révèle son intrigue. Elle réfléchit au rejet d'Ed qui a enflammé sa détermination, ses yeux verts perçants mêlant ambition et intention rusée. L'arrière-plan des conflits passés, en particulier son utilisation de magie interdite pendant l'entraînement, ajoute du poids à leur rencontre. L'atmosphère mystérieuse s'épaissit alors que Lortel engage la conversation avec la fille aux cheveux roses en tresse. Lortel semble confiante malgré des indices de préoccupation concernant ses blessures non guéries tandis que l'autre fille sourit doucement, tentant d'évaluer la force de la meilleure élève de 2e année. Alors qu'elle discute de la conversation ratée de Lortel avec Ed, l'ambiance change lorsque Lortel questionne ses intentions. La mention des esprits introduit des sous-entendus mystiques, intensifiant la complexité de la scène et la manœuvre stratégique. L'anxiété envahit les yeux expressifs de Lortel alors qu'elle questionne les implications, prise dans une lueur éthérée suggérant une manipulation magique. Elle brandit 2 pièces d'or comme preuve de sa volonté d'investir dans l'amitié, mais le garçon blond dans son costume rouge vif sourit avec un charme moqueur. Sa main confiante s'étend alors qu'il délivre une vérité cinglante. La sincérité ne peut pas être achetée avec de l'argent. L'environnement mystique pulse avec tension et manipulation sous-jacente. Un personnage tient 2 pièces tout en réfléchissant aux gestes plus touchants d'Ed dans le passé. La fille aux cheveux roses avec son ruban rouge s'excuse de sembler arrogante, exprimant son désir de réévaluer sa perception d'une autre fille. Alors qu'elle se prépare à partir pour ses préparatifs de contrat spirituel, elle mentionne le soutien qu'elle a reçu et sa détermination à donner le meilleur d'elle-même. L'environnement faiblement éclairé encadre le moment de réflexion de Yennecar sur ses idéaux de protagoniste de contes de fées. Dans les 12 ombres de la pièce ornée, la frustration de Lortel devient apparente alors qu'elle commente la difficulté de quelqu'un. Ses cheveux rouges flamboyants contrastent avec sa robe bleu clair, tandis que le sourire doux de Yennecar exprime l'espoir de guérison malgré la connaissance de l'obscurité du monde. Le claque de la porte souligne la finalité, alors que Lortel réfléchit à Yennecar semblant, un peu décalé, quelques instants auparavant. La scène capture l'espoir luttant contre l'incertitude dans leur dynamique complexe.
La fille aux cheveux noirs dans son uniforme scolaire s'assoit contemplativement dans l'ombre, une voix off réfléchissant sur les attentes élevées étant une bonne chose. La scène passe à la tranquillité lumineuse en plein air, avec des vêtements suspendus sous des cieux radieux. Mais la paix se brise alors que la fille aux cheveux blancs renifle l'air avec suspicion, suivie d'une explosion qui envoie des débris volés partout. Son exclamation frustrée sur le fait d'avoir juste tout accroché ajoute un soulagement comique au chaos dramatique. Ed a l'air surpris et anxieux alors qu'il rencontre Belle Maya, la servante senior d'Ophelhall. Ses cheveux blonds sable et ses lunettes rondes encadrent son expression nerveuse tandis que Belle se tient avec confiance dans son uniforme de servante traditionnel avec un ruban rouge, un panier à la main. Le cadre du jardin luxuriant crée une tranquillité alors qu'ils reconnaissent leur histoire, elle l'ayant déjà expulsée auparavant. Belle mentionne Lady Yenkar tout en exprimant son inquiétude pour la situation de vie actuelle d'Ed, suggérant une camaraderie inattendue. Le garçon blond dans son uniforme scolaire semble visiblement distrait, les yeux écarquillés et tournés ailleurs. La narration souligne les servantes d'élite d'Ophelhall et leurs compétences impeccables, en particulier en cuisine. Belle tient son panier rempli d'ingrédients de qualité récoltés, des informations précieuses indisponibles dans les livres. Alors qu'il se dirige vers le cadre serein de la forêt, le personnage blond déglutit nerveusement, exprimant son inconfort avec l'adresse formelle, révélant une familiarité sous-jacente et une connexion émotionnelle. La servante aux cheveux noirs exprime sa réticence à endurer un mauvais traitement, tandis que le jeune homme en blanc gesticule gentiment, expliquant qu'il ne peut pas la traiter mal étant donné son dur travail. Son sourire amical crée de la chaleur alors qu'il introduit le sujet de son panier. La narration révèle que Belle Maya n'a pas d'implication directe dans la scène du jeu, ce qui signifie que les « extras » peuvent interagir librement sans conséquence. Le panier scintillant rempli de trésors comestibles suggère son importance cruciale. La séquence de fabrication se déroule alors que la construction se termine et que les compétences augmentent. Le filet de pêche nouvellement fabriqué est détaillé pour garder les poissons attrapés en vie pendant des jours. Un feu de camp met en scène une casserole en métal alors que l'utilisateur pense enflammer. Les flammes éclatent avec un fouet satisfaisant, démontrant la magie du feu réussi. Les niveaux de magie élémentaire sont affichés. Feu au niveau d'ignition 10, vent au niveau de tranchage de vent 10. Le garçon blond est assis avec satisfaction, réfléchissant à ses ressources abondantes. Le cadre serein du crépuscule révèle l'accomplissement d'Ed dans la fabrication de thé aux herbes alors qu'il réfléchit à son efficacité de survie améliorée. Assis sur une roche contre le coucher de soleil vibrant, il sirote son thé avec un sourire satisfait s'étendant sur son visage. Les teintes chaudes projettent une lumière paisible alors qu'il exprime un plaisir sincère pour sa situation actuelle. Une étoile scintillante apparaît dans le ciel avec un glint accentué, ajoutant merveille et espoir à son moment de satisfaction réfléchi. Un gros plan révèle la confusion du personnage aux cheveux bruns foncés avant qu'une explosion dramatique kaboom ne brise la paix. Des débris volent partout alors que le garçon blond se retrouve pris dans les conséquences, ébouriffé et couvert de poussière. Il tousse violemment, les yeux écarquillés transmettant choc et perplexité alors que la fumée s'élève autour de lui. La lumière du crépuscule déclinant souligne l'abruptitude de cet incident dévastateur qui a complètement transformé sa soirée tranquille. Le chaos règne alors que des débris remplissent la zone ravagée. La fille aux cheveux clairs en vêtements blancs amples est assise défensivement au milieu de la destruction, son expression choquée accompagnée d'une respiration laborieuse, bio, uf. Elle se souvient d'avoir failli mourir avec incrédulité, tandis que le garçon blond la reconnaît avec une inquiétude surprise, criant « Lucie ». Son expression révèle inquiétude et surprise alors qu'il questionne comment la mage la plus forte du monde a pu presque mourir. La dévastation encadre leur réunion tendue dans ce moment de vulnérabilité. Maya pousse un soupir de soulagement, sa cape blanche flottant alors qu'elle se remémore son évasion de justesse. Belle, la servante menaçante au poing serré, l'avait traquée pour avoir séché les cours. Mais Maya ressentait quelque chose de plus profond dans la fureur de Belle, de l'inquiétude pour quelqu'un d'autre. Grâce à une magie de téléportation désespérée, elle a évité de justesse ce qui semblait être une rencontre très douloureuse. La composure d'Ed se brise en confrontant la fille aux cheveux pâles. Son mouvement, disparu, emporté par sa magie imprudente. Mais alors que son mana s'épuise complètement, il réalise avec horreur que son barrière magique ne s'est pas activée. Elle est complètement sans défense. Le personnage aux cheveux noirs à côté d'eux serre le poing, se préparant à frapper avec une intention mortelle. Dans la bibliothèque crépusculaire, Ed étudie des textes architecturaux avec une détermination féroce. Il a besoin de bois approprié, d'une maison plus solide pour survivre à ce qui s'annonce. La bibliothécaire aux cheveux roses s'excuse pour l'heure tardive, mais la concentration d'Ed l'inspire même. Chaque moment compte quand on lutte contre le temps lui-même. Elka Islan se présente avec un enthousiasme joyeux, ses couettes roses rebondissant en saluant Ed Rodstellor.
Mais quand il donne son nom, cette réaction familière frappe, choc, reconnaissance, peur. La réputation d'Ed le précède comme une ombre. Il s'est habitué à être le méchant que tout le monde s'attend à ce qu'il soit. Mais Elka le surprend. Ses yeux bleus s'élargissent non pas par peur, mais par curiosité. Les rumeurs le peignaient comme un idiot arrogant, et pourtant le voilà, étudiant vraiment, essayant vraiment. Elle sourit chaleureusement, parlant de quelqu'un d'autre qui travaille tout aussi dur. Peut-être que les rumeurs sont vraiment peu fiables. Alors Elka offre son soutien, promettant de soutenir Ed, la gratitude emplit sa voix. Mais leur moment paisible se brise alors que la pièce commence à trembler. Le bâtiment secoue violemment. Les yeux d'Elka s'élargissent d'alarme alors qu'un grincement sinistre résonne à travers la bibliothèque. Quelque chose ne va pas du tout. Crash. Des livres et des débris tombent alors que la bibliothèque tremble. Elka trébuche, ses cheveux roses tourbillonnant autour de son visage effrayé. Le texte sinistre apparaît comme une sentence de mort, le chapitre final, le combat contre Glaskia. L'énergie lumineuse pulse avec une puissance malveillante. Les étudiants se rassemblent en formation cérémonielle, sentant la catastrophe approcher. 2 heures après que le désastre a frappé. Le cercle magique brûle comme une plaie dans le ciel alors qu'Elka le reconnaît de ses textes d'invocation d'esprit. La voix de la fille aux cheveux argentés devient grave. C'est Glascan, l'esprit de ténèbres le plus puissant. Et l'invocateur? Yenkar Palrové, le prodige de 2e année dont le pouvoir aspira l'au-delà de tout contrôle. Télé Mcelor lève la main, sa voix perçant la pénombre spectrale. Ils doivent pénétrer dans le bâtiment avant que d'autres victimes ne s'accumulent. Elvira les avertit sombrement. La barrière d'un esprit de haut rang ne se brisera pas facilement. Claire hoche la tête en accord, ses cheveux blonds captant la lumière étrange. Il manque de temps, et le directeur est introuvable. Les cheveux sombres de Clévius, Nortondal encadre son visage anxieux alors qu'il exprime le plan impossible. Affronter des esprits de haut rang? Infiltrer le bâtiment? Abatter Yenkar? Sa voix tremble sous le poids de leurs tâches. La fille aux cheveux rouges remet en question leur chance contre une force surnaturelle si écrasante. Ce n'est pas du courage, c'est de la folie. Les lunettes du garçon aux cheveux bouclés reflètent sa terreur alors qu'il crie son refus. C'est du suicide. La fille aux cheveux rouges exprime ce que tout le monde pense. Yenkar peut-il vraiment contrôler autant d'esprits seuls? Mais la vérité les glace encore plus. La plupart du pouvoir appartient à Velospé. Yenkar n'est qu'un vaisseau, un médium pour quelque chose de bien plus sinistre. Le cercle magique plane au-dessus comme un destin funeste. La grande silhouette dans son manteau rouge dramatique parle avec une froide autorité. Ils doivent décider maintenant. Attendre des professeurs qui pourraient arriver trop tard? Ou agir eux-mêmes, sachant qu'ils pourraient mourir? Ses yeux se tournent vers la princesse blonde. Elle seule a le pouvoir de les condamner tous. La princesse Penia se tient baignée dans la lueur spectrale, ses cheveux blancs flottants comme la lumière argentée de la lune. Télé parle de fardeau partagé, mais elle sait que les siens sont plus lourds que n'importe quelle couronne. La décision déchire son cœur. Dans 1 heure, seuls les élus entreront dans ce bâtiment maudit. Seuls les plus forts affronteront ceux qui se cachent à l'intérieur. La princesse redresse les épaules, acceptant le poids du leadership. Elle prendra l'entière responsabilité de ce qui va suivre. Mais Clévius l'interrompt avec des nouvelles désespérées. Ils ont trouvé des survivants. Les salles de classe ne sont pas complètement vides. Sa voix se brise avec détermination alors qu'il révèle que 2 étudiants sont encore piégés dans le cauchemar. Zig explose d'émotions brutes, son corps musclé tremblant. Elka. Elka Island. Sa voix résonne avec une peur primitive. Elle est piégée là-dedans, sans défense, entourée d'esprits en furie. La bibliothécaire, apprentie aux cheveux violets, se rétracte sous son intensité. Quelqu'un essaie de le calmer, mais rien ne peut contenir le désespoir d'un loup cherchant à protéger sa meute. Le visage du leader aux cheveux sombres brille de sueur alors que le doute s'installe. Peuvent-ils faire confiance à un étudiant de 2e année pour gérer cette crise? La fille aux cheveux blancs à ses côtés tressaille, luttant pour exprimer ce qu'elle sait. Il saisit, exigent la vérité. Ces mots tombent comme du poison. C'est Edroth Taylor. le nom seul envoie des ondes de choc à travers leurs rangs. Les yeux de Télé s'élargissent d'horreur face aux implications. Ed Taylor, le fauteur de troubles notoires, seul avec une fille innocente? Le visage du garçon aux cheveux rouges se tord de dégoût. Ils connaissent sa réputation, son histoire sombre. Télé lève la main désespérément, essayant de rétablir l'ordre alors que la panique menace de les consumer tous. Dans la lueur violette de l'auditorium,
La peur ondule à travers le rassemblement. L'expression inquiète de la fille blonde reflète les pensées de tous. Une silhouette ombreuse rôde parmi eux alors que le mot « boum » explose dans leur vision. La princesse tend la main alors qu'un oiseau rouge passe en un éclair. Deux créatures bleues rugissent avec une fureur primitive, leur son résonnant comme le tonnerre. La rage de Zig le transforme en quelque chose d'inhumain. Ses cheveux rouges se hérissent alors qu'il déclare sa promesse avec une intensité sauvage. Si quelqu'un ose faire du mal à Elka, il les déchire morceau par morceau. Le son des coups de lame emplit l'air alors que sa fureur atteint son paroxysme. Taylor. Le nom devient un cri de guerre. Dans les prairies du Nord, le danger rôde dans chaque ombre. Le scout aux cheveux sombre lit les signes, des marques de dragon fraîches sur l'écorce, une traînée de destruction récemment passée. Une créature poilue agrippe la terre avec des griffes désespérées, tandis qu'un cerf à bois se déplace avec une grâce prudente. Cette terre barbare ne montre aucune pitié aux imprudents. Zig se tient contre le ciel lumineux, un couteau brillant dans sa prise puissante. Le son d'un couteau perce l'air alors que le sang éclabousse le sol. Voici l'héritage des nomades, descendants de ceux qui ont erré dans les prairies sans fin. Au moment où il pouvait se défendre, il était complètement seul, abandonné à survivre ou mourir. La foule murmure au sujet de la silhouette aux cheveux blancs, traînant des carcasses animales à travers leur milieu. Il parle de nomades barbares, de tendances cannibales, d'un garçon des prairies du Nord qui a appris à prendre ce dont il avait besoin sur les cadavres au bord du chemin. Une fille aux cheveux roses s'approche de lui avec audace, demandant son nom avec une confiance surprenante. Le sourire éclatant d'Elka perce son obscurité alors qu'elle le compare enjoué à un loup marchant sur deux pattes. Son attitude joyeuse contraste fortement avec son apparence sauvage. Zig réfléchit à son errance sans fin à travers les prairies du Nord, survivant sur des cadavres d'animaux, dormant sous les étoiles. La solitude était tout ce qu'il connaissait, jusqu'à présent. Les yeux verts de Zig brillent d'une émotion profonde alors que la vérité le frappe comme un coup physique. Pour la première fois de sa vie, il comprend ce que signifie vraiment la solitude. L'homme aux cheveux blancs l'accueille avec une douce préoccupation, tandis qu'Elka rayonne d'espoir et de chaleur. Une famille, quelque chose qu'il n'a jamais osé rêver d'avoir. L'homme musclé en vert réfléchit à sa transformation de bête sauvage en humain civilisé. Son temps dans la nature s'estompe comme un cauchemar lointain alors qu'il se lie avec la fille aux cheveux roses à ses côtés. Mais pour la protéger, il déclare avec une détermination féroce, il n'hésitera pas à redevenir une bête. Les ennemis à la peau bleue approchent, et la violence éclate. Ses cheveux rouges se hérissent de fureur alors qu'il rugit sa promesse. Je n'hésiterai pas à redevenir une bête. Derrière lui, une silhouette ombreuse résonne la menace. Les rumeurs sur Taylor affluent à nouveau. Manipulation des examens, insulte à la princesse, harcèlement des étudiants plus jeunes. Une fille effrayée aux couettes roses se recroqueville alors qu'un homme menaçant tend la main vers elle avec une intention prédatrice. Dash. Zig court à travers le couloir, ses pieds frappant le sol alors qu'il cherche désespérément Elka. Il trouve Ed assis tranquillement, les bras croisés, surpris par l'intrusion soudaine. Zig le saisit par le col, exigeant des réponses avec une violence à peine contenue. Où est-elle? Où est Elka? Zig éclate dans la salle de lecture, son cœur battant de peur. Est-ce que tout va bien, Elka? Mais elle repose paisiblement sur le sol, ses cheveux roses éparpillés autour d'elle comme des pétales de fleurs. Elle est juste, en train de dormir. Son soulagement est écrasant, ses mains tremblent alors que l'adrénaline s'estompe lentement. Dieu merci, elle est en sécurité. Mais alors qu'il examine la pièce, la vérité devient claire. Les lourdes étagères ont été soigneusement disposées autour d'Elka comme des barrières protectrices. Des rideaux occultants bloquent la vue des esprits. Des instructions écrites au sol l'avertissent de rester calme, d'attendre jusqu'à l'aube. Quelqu'un a préparé tout cela. Quelqu'un l'a protégé. Le sang tache ses mains, mais ce n'est pas le sang d'Elka. Ses yeux s'élargissent avec la réalisation. C'est le sang de quelqu'un qui s'est blessé en la protégeant, quelqu'un qui a choisi sa sécurité plutôt que la sienne. La statue d'une mère tenant son enfant tombé semble veiller sur eux alors que la vérité s'installe. Ed est assis contre le mur, du sang coulant de son front, ses cheveux blonds cendrés en désordre après le combat. Des contusions marquent son visage alors qu'il réfléchit avec une ironie amère. « Oh mec, quel gâchis !» 3 heures plus tôt, alors que des objets s'écrasaient autour d'eux, il avait été reconnaissant pour son entraînement physique. Le cercle d'invocation brillait en violet à l'extérieur pendant qu'il faisait son choix. Ed contemple sa stratégie avec une précision calculée.
Il doit éviter les zones principales où se rassemblent les personnages importants, ne doit pas changer le cours du futur. Mais le temps est précieux, et bientôt des esprits en furie envahiront le campus. Alors qu'Elka démontre ses capacités magiques dans sa mémoire, il se prépare à bloquer la porte contre la tempête à venir. Le jeune homme réfléchit à sa lutte pour élever ses statistiques spirituelles sans la capacité de voir les esprits. Mais alors que plusieurs esprits violets sombres surgissent dans la pièce ornée avec des rugissements terrifiants, ses yeux s'illuminent d'opportunités. Ce chaos, ce danger, c'est exactement ce dont il a besoin pour devenir plus fort. Merci, Yenkar. Ed passe en revue ses progrès avec une satisfaction mitigée. Sa compétence Ignite atteint le niveau 12, tandis que Spiritual Resonance et Understanding ont atteint le niveau 7 chacun. Si près du seuil de contrat de 15 niveaux combinés, mais toujours en deçà. Une silhouette sombre s'approche par derrière alors qu'il contemple ce qui aurait pu être, demandant ce qu'il faisait ici dans cet endroit dangereux. Ed crie dans la confusion « Que faisais-je » tandis que le personnage aux cheveux blancs répond avec une honnêteté simple « Entraînement ». La désinvolture de cela le fait soupirer d'incrédulité. Entraînement ? Au milieu d'une crise surnaturelle ? Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Ed comprend enfin quel genre de personne il a en face de lui, quelqu'un dont le dévouement ne connaît pas de limite. Ed reconnaît la dette qu'il doit avec une gratitude solennelle. Le personnage aux cheveux sombres offre réassurance et amitié. Alors qu'Ed se rappelle d'Elka et Zig, un détail crucial le frappe. Elle est si importante pour Zig qu'elle apparaît dans le guide des personnages. Comment a-t-il pu oublier une connexion si vitale ? La conversation devient urgente alors qu'ils discutent de la crise dans les salles d'étudiants. Le personnage aux cheveux plaqués en arrière insiste pour que Zig retourne aider Télé MC Lore, mais Zig reste sur la défensive à propos de ses problèmes de confiance. La mention de la signature de Télé, Elemental / pèse lourd dans l'air, une technique critique pour leur survie. La fille s'accroche à Ed avec gratitude alors qu'il est presse de se dépêcher. Le temps presse, et il a besoin de repos. Mais alors que l'expression du personnage blond change vers la réalisation, une question troublante émerge. Attendez, pourquoi Zig n'a-t-il pas encore lié d'amitié avec Télé MC Lore ? La chronologie a changé, et les conséquences deviennent claires. La narration révèle la vérité dévastatrice. Le chapitre final a commencé un mois trop tôt. Télé n'a pas encore appris l'attaque de coups élémentaires. Le groupe de combattants est prêt mais incomplet, manquant des liens qui devraient les unir. La tête menaçante du dragon se profile en arrière-plan, un rappel de la menace à laquelle ils ne sont pas préparés à faire face. Les yeux d'Ed s'élargissent avec l'horrible réalisation. La dette qu'il pensait comprendre était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'un personnage en blanc est projeté en arrière dans la défaite, la vérité devient indéniable. L'histoire qu'il connaissait, la chronologie sur laquelle il comptait, elle est déjà en train de se désintégrer autour de lui. Dans l'obscurité qui suit, Zig s'excuse pour son retard tandis que la princesse Penia accepte leur précédente défaite avec une dignité sombre. L'homme en armure blessé déplore leur infiltration ratée alors que Claire montre son épuisement émotionnel. Le poids du leadership et des échecs répétés pèse sur eux tous comme une couverture suffocante. Le garçon blond compte leurs petites victoires, 4 ennemis vaincus, mais reconnaît leur situation désespérée. De multiples blessures, des effectifs réduits, et le temps qui s'écoule alors que le cercle d'invocation pulse au-dessus. Le garçon en rouge prend la décision difficile de diviser leurs forces. La peur et la détermination se livrent bataille sur leur visage alors que le dernier coup approche. Les mots apparaissent comme une déclaration de guerre contre le destin lui-même. Je dois m'y mêler à l'histoire. Plus de cachette dans l'ombre, plus d'évitement de l'intrigue principale. La chronologie s'est brisée, et seulement en entrant dans la lumière Ed peut espérer sauver ce qui reste. L'histoire exige son héros, même s'il n'a jamais voulu en être un.